première partie de cette vidéo, on a regardé la formation des copeaux et comment les pentes de coupe affectaient la formation de ces copeaux. Maintenant, on pourrait regarder l'effet que la profondeur de coupe a sur la formation des copeaux. En utilisant le couteau à pente de coupe neutre et le même matériel qu'on a utilisé dans la première démonstration, on va prendre 3 coupes. Une première coupe très profonde, une deuxième coupe avec une profondeur normale et une troisième coupe très légère ou peu profonde. On pourra ensuite comparer les 3 copeaux obtenus. Alors, commençons par la coupe la plus profonde. Maintenant, on va essayer une profondeur de coupe plus acceptable. Et maintenant, regardons une profondeur de coupe insuffisante. On peut maintenant regarder les copeaux obtenus par ces 3 actions de coupe, en commençant par le copeau produit par une grande profondeur de coupe. Comme on peut voir, ce copeau a une forme assez grossière et il est facile de voir qu'il a été plus arraché que formé. En réalité, ce genre de copeau qu'on appelle copeau arraché est dans un éternel état de départ. Il ne réussit jamais à se former correctement. Cette action d'arrêt-départ, arrêt-départ continue produit une vibration de basse fréquence qui est réellement néfaste pour l'outil et qui nous donne un état de surface piteux. Le deuxième copeau, celui qu'on a formé à partir d'une coupe de profondeur raisonnable, bien, ce copeau a toutes les particularités d'un copeau continu. Ce type de copeau continu nous indique qu'on a trouvé un point de balance entre toutes les variables. Et c'est ce type de copeau qu'on veut obtenir pour une coupe optimale. Le copeau produit par un manque de profondeur, eh bien, c'est même pas un copeau, ce n'est que de la poussière. Ce type de copeau poussiéreux est à éviter, puisqu'il est le résultat de l'incapacité de l'outil à former un copeau, puisqu'il y a au-devant de l'outil un manque d'accumulation. La production de copeaux poussiéreux est souvent accompagnée d'une vibration de haute fréquence. Ce manque de profondeur de coupe force le couteau à déplacer de la matière sans jamais réellement former un copeau. Cette friction a tendance à faire fondre l'arête tranchante de l'outil de coupe. Il est important de noter que de prendre une très petite profondeur de coupe n'est pas la réponse pour obtenir un état de surface acceptable. Donc, on a vu comment la profondeur de coupe affecte la formation d'un copeau. Mais qu'en est-il de l'avance? Eh bien, l'avance affecte la formation d'un copeau de la même façon que la profondeur de coupe a affecté la formation des copeaux. Augmenter l'avance d'une action de coupe est très similaire à augmenter la profondeur de coupe, puisque dans les 2 cas, je suis en train d'épaissir le copeau produit. Donc, la profondeur de coupe et la vitesse d'avance affectent le copeau à peu près de la même façon. Alors, pourquoi en utiliser un plutôt que l'autre pour ajuster sa coupe? Personnellement, je préfère utiliser la profondeur de coupe pour ajuster une action de coupe, puisque l'avance est plus directement reliée à l'état de surface que j'obtiendrai. J'ai tendance à sélectionner l'avance que je veux et ensuite ajuster à l'aide de la profondeur.
On a maintenant une bonne compréhension des variables de base qui affectent la formation d'un copeau. Mais avant de pouvoir appliquer ces connaissances, il faudra avoir des valeurs ou des données de départ. Tel que mentionné au début de cette vidéo, les vitesses de coupe nous sont données par les manufacturiers et sont spécifiques à chaque type de métal coupé. On peut trouver les vitesses de coupe de toutes sortes de matériaux métalliques dans des aides-mémoires comme The Machinery's Handbook. En impérial, les vitesses de coupe nous sont données en pieds-minutes et en métrique, elles sont exprimées en mètres-minutes. Les WC des matériaux les plus populaires utilisés en atelier sont 30 mètres-minutes pour de l'acier doux, 23 mètres-minutes pour de l'acier à moyen niveau de carbone et environ 16 mètres-minutes pour de l'acier à haut niveau de carbone. L'aluminium, par contre, se coupe à une vitesse approximative de 130 mètres-minutes. Le laiton peut être taillé à environ 65 mètres-minutes et du bronze peut être coupé aux alentours de 26 mètres-minutes. Là, si on coupait avec une scie à ruban ou avec un étau-limeur, autrement dit avec des machines-outils qui coupent de façon linéaire, eh bien, on pourrait utiliser directement les données qu'on vient d'énoncer. Par contre, la plupart des machines-outils coupent de façon rotative. Il va donc falloir trouver une façon de prendre ces données linéaires et les transférer en données rotatives. Pour ça, on va utiliser deux formules très simples. En impérial, on va utiliser la formule VC fois 4 sur D et en métrique, on va utiliser la formule VC fois 300 sur D. Ces deux formules sont les versions simplifiées des formules généralement utilisées, qui sont en impérial VC fois 12 sur pi-d et en métrique VC fois 1000 sur pi-d. Puisque ces formules ne servent qu'à estimer la vitesse de rotation maximale qu'on pourrait utiliser, je préfère utiliser la forme simplifiée. Regardons un exemple impérial. On va percer un trou d'1 demi-pouce dans une pièce d'acier doux. Le WC de l'acier doux est de 100 pieds-minutes. Donc, j'ai 100 pieds-minutes fois 4, qui est notre constante, divisé par le diamètre. Dans ce cas-ci, le diamètre de notre forêt qui est 1 demi-pouce. Alors, 100 fois 4 divisé par 0,5 égale 800 tours minutes. Si on regarde un exemple métrique, on pourrait tourner sur un tour une pièce ayant un diamètre de 13 mm en acier doux. Alors, on a un WC de 30 mètres-minutes fois 300 qui est notre constante, divisé par le diamètre de ce qui est en rotation. Dans ce cas-ci, une pièce ayant un diamètre de 13 mm. 30 mètres-minutes fois 300 divisé par notre diamètre qui est 13 mm. Ça va nous donner aux alentours de 700 révolutions par minute. Il est important de noter que le diamètre de la pièce ou de l'outil, la partie qui est en rotation, doit être indiqué en pouces dans la formule impériale et en millimètres dans la formule métrique. Vous avez peut-être remarqué que ces formules nous donnent des réponses qui sont inversement proportionnelles à la taille des outils utilisés. Autrement dit, si un outil est de grand diamètre, sa vitesse de rotation sera petite et un outil de petit diamètre devra tourner très rapidement. On peut également noter que ces formules sont linéaires. Ça veut dire qu'une pièce de 10 mm de diamètre aura le double de la vitesse de rotation d'une pièce de 20 mm de diamètre. Il faut se rappeler que les vitesses que l'on calcule sont des vitesses de rotation maximales, qu'on n'atteindra probablement jamais. Je suggère de commencer à une réduction d'1 tiers de la vitesse calculée. On peut ensuite augmenter notre vitesse si on ressent le besoin de le faire
jusqu'à ce maximum calculé, mais il est très important, ne le dépassez jamais. Bon, ça va aller pour les vitesses de rotation. Mais qu'en est-il de l'avance? L'avance est réellement un facteur de l'état de surface qu'on veut obtenir. Sur un tour, une vitesse de finition avoisinerait 3 à 6 millièmes de pouce par révolution. Une coupe de finition sur le tour utilise un outil de coupe avec un gros rayon de nez. Cette avance lente, couplée avec une faible profondeur de coupe et un outil qui incorpore un gros rayon de nez, va former une surface qui incorpore des cuspides qui sont presque imperceptibles. Ça veut dire qu'on aura une surface de pièce qui aura une apparence très lisse. Donc, cette avance de 3 à 6 millièmes de pouce par révolution nous donne un beau fini, mais est très peu productif. Si on aimerait être un peu plus efficace dans notre usinage et enlever plus rapidement le matériel, on va vouloir pratiquer une coupe de dégrossissage. Pour une coupe de dégrossissage, je suggère entre 7 et 12 millièmes de pouce par révolution et un outil ayant un petit rayon de nez. Ce petit rayon de nez, couplé avec une grande profondeur de coupe et une avance rapide, va être très efficace pour enlever rapidement beaucoup de matériel, mais va évidemment produire un fini qui laisse à désirer. Puisque les tours utilisent un moteur électrique pour activer l'avance et la rotation de la pièce, bien, les deux sont liés. On exprime donc les vitesses d'avance sur un tour en distance par rotation de pièce. Comme exemple, sur un tour, on pourrait dire une avance de dégrossissage entre 7 et 12 millièmes de pouce par tour de pièce. Les fraiseuses fonctionnent d'une façon très différente. Le moteur qui active l'avance est séparé du moteur qui active la broche. Et c'est pour cette raison que l'avance sur la fraiseuse est exprimée en distance par minute, plutôt que par distance par tour, comme c'était le cas avec le tour. Une autre différence importante entre les tours et les fraiseuses est qu'un tour utilise généralement un outil à lèvres tranchantes unique, tandis que la fraiseuse utilise des outils ayant une multitude de lèvres tranchantes. Ceci veut dire qu'on ne peut pas juste choisir une avance, comme on a fait avec le tour. Sur la fraiseuse, on doit calculer l'avance. La formule pour calculer l'avance sur une fraiseuse est vitesse de rotation fois nombre de lèvres tranchantes sur le couteau fois l'épaisseur du copeau voulu. Tout comme sur le tour, les avances sur fraiseuse peuvent être des avances de finition ou de dégrossissage. Pour la finition, sur la plupart des opérations générales de fraisage, je recommanderais une charge par dent entre 2 et 5 millièmes de pouce. Pour le dégrossissage, je recommanderais une charge de dent entre 6 et 8 millièmes de pouce. Si je prends un exemple, une fraise en bout à 2 lèvres tranchantes tournant à une vitesse de rotation de 100 révolutions par minute et incorporant une charge par dent de 4 millièmes de pouce. J'aurai donc 100 révolutions par minute fois 2 lèvres tranchantes, ce qui serait 200, fois une charge par dent de 0,004, ou si on aime mieux, 4 millièmes de pouce. Donc 200 fois 0,004 égale 0,8 ou 0,8 pouces par minute. Donc, pour produire un copeau d'épaisseur approximative de 4 millièmes de pouce pour chaque lèvre tranchante qui touche à la pièce, je devrais avancer 0,8 pouces par minute. Si je double le nombre de dents sur le couteau, bien, je double la vitesse d'avance. C'est linéaire et proportionnel. Rappelez-vous, sur le tour, l'avance et la vitesse de rotation sont mécaniquement liées. Et ce n'est pas le cas sur la fraiseuse. Donc, si vous accélérez ou ralentissez la rotation de la broche de la fraiseuse, ça va changer l'épaisseur du copeau que vous produirez.
Rappelez-vous que le diamètre de l'outil sur la fraiseuse ou le diamètre de la pièce sur le tour, donc ce qui est en rotation, a une énorme influence sur la vitesse à laquelle on va tourner. Par contre, le diamètre de la pièce sur le tour ou le diamètre de l'outil sur la fraiseuse a très peu d'impact sur notre vitesse d'avance. Et dans la même veine, il est important de se rappeler que la vitesse de rotation n'a rien à faire avec le nombre de surfaces tranchantes d'un outil. Donc, un outil qui a 4 lèvres tranchantes va tourner à la même vitesse qu'un outil qui a 2 lèvres tranchantes, en autant qu'ils aient le même diamètre. Donc, le nombre de dents affecte l'avance d'une fraiseuse, mais pas sa vitesse de rotation. Je ne parlerai pas ici de l'avance sur perceuse, puisque la vaste majorité des perceuses qu'on utilise n'ont pas d'avance automatique. L'avance sur une perceuse est réellement contrôlée par l'arête de pointe de l'outil ou du forêt qu'on utilise et de la quantité de pression qu'on applique. Autrement dit, on applique juste assez de pression pour voir qu'un beau copeau se forme. Et voilà, vitesse de coupe, vitesse de rotation, vitesse d'avance et formation de copeaux. Il est certain que la présentation était simplifiée au maximum, mais c'est un excellent point de départ. Comprendre la formation de copeaux, les vitesses d'avance et de rotation sont des choses qui sont très importantes. Et votre meilleur allié pour comprendre et apprendre, c'est l'observation. Observez le copeau en formation. Observez l'état de surface de la pièce usinée. Faites attention au son de l'opération d'usinage. Ces indices vous aideront à ajuster vos variables de coupe pour obtenir la coupe parfaite. Rappelez-vous, une bonne action de coupe prolongera la vie utile de vos outils et vous sauvera beaucoup d'argent et surtout beaucoup de temps. Bon usinage!